Michel Sapin, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député, secrétaire national du Parti socialiste en charge des affaires économiques et de la fiscalité. Christine Lagarde a annoncé hier qu'un peu plus de 10 milliards d'euros seraient injectés dans les banques françaises. L'avis de l'ancien ministre des Finances que vous êtes? Je me suis interrogé pendant quelques temps, d'ailleurs j'ai le sentiment que les commentateurs l'ont fait, parce qu'on ne savait plus très bien si c'était de la garantie de prêt ou si c'était des fonds propres. Il s'agit de fonds propres, donc il s'agit d'apporter de l'argent aux banques. Ça faisait partie du plan qui a été adopté la semaine dernière et ça peut être tout à fait utile pour un certain nombre de banques. Mais au fond, le gouvernement a inventé un système très particulier qui apporte tous les avantages aux banques sans leur apporter le moindre inconvénient. Et surtout, c'est de l'argent de l'État, sans pour autant que l'État ne soit présent autour de la table de l'administration de chacune de ces banques. Et ça me paraît tout à fait dommageable. C'est pas tout à fait ce que dit l'État. L'État dit oui, mais il y aura aussi des obligations pour les banques de prêter plus aux ménages et aux entreprises. Et je comprends bien. J'ai bien compris qu'il y aurait une convention signée avec chacune des banques. Mais ce qui me paraît important dans la période actuelle, c'est que l'État, qui apporte soit sa garantie, soit en l'occurrence son argent, si je puis dire, enfin qui leur a emprunté notre argent, puisse être présent non pas pour être tatillon, il ne s'agit pas de rentrer dans un système où l'État déciderait de tout ce qui doit être fait dans les banques doivent s'administrer librement, mais où je pense pour ma part nécessaire, dans le cadre de cette reconstruction d'une sécurité du système de crédit, que ce soit au niveau international, réforme du système mondial, comme au niveau national, je crois très important que l'État soit présent autour de la table de l'administration des banques pour faire valoir un certain nombre d'arguments d'intérêt général. Et bien là, l'État a réussi à apporter de l'argent frais aux banques, c'était nécessaire, sans se donner les moyens de faire prévaloir l'intérêt général lorsque ce sera nécessaire. Alors, M. Sapin, vous aviez déjà dit ça à peu près dans les mêmes termes, d'ailleurs la semaine dernière avec ce plan de sauvetage des institutions financières. Vous aviez dit c'est nécessaire, le président de la République a été lucide, mais ça va laisser le pays dans un état, je crois que vous aviez dit d'hémiplégie. Alors c'est peut-être mieux que le coma quand même, mais... Oui, bien sûr. Non. Il faut être clair sur cette question, parce que parfois on essaie d'interpréter les abstentions comme étant des ni oui ni non, des mi-chèvre, mi-chou. Non, les choses sont claires. Le plan de soutien au crédit, qu'on peut appeler le plan de soutien aux banques, le plan de soutien au crédit était indispensable. Mais on ne peut pas résumer l'économie d'un pays à la finance. La finance est un élément qui doit se porter correctement pour que le reste puisse se porter correctement, mais il ne suffit pas d'avoir remis sur pied les finances, le système de crédit d'un pays, pour que pour autant l'économie se porte bien. Aujourd'hui, quel est le problème? C'est un peu encore les crédits, mais beaucoup les carnets de commandes. Aujourd'hui, les entreprises qui ne trouvaient pas de crédit vont peut-être retrouver le moyen d'avoir quelques aides, quelques prêts de la part de leur banque, mais vont voir leur carnet de commandes s'écrouler. Donc aujourd'hui, le problème fondamental, c'est le soutien à l'activité économique des entreprises qui, aujourd'hui, en ont besoin. Et cela était totalement absent la semaine dernière, ça aurait dû être présent dans l'acte politique fondamental qui est le budget, et dans le budget, rien. Un budget qui est complètement hors de propos par rapport à la situation économique de la France. Vu les circonstances, on ne décide pas d'être tout seul au milieu d'un monde en récession économique. Donc on essaie de faire pour le mieux. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez fondamentalement à ce budget en l'état? Je reviens un instant sur ce que vous avez dit. On n'est pas tout seul. Non, nous ne sommes pas tout seuls. Je regarde deux voisins à nous directement. Ils ne sont pas de même nature. L'Allemagne, l'Espagne. Que font l'Allemagne et l'Espagne? Ils ont une politique budgétaire d'une nature différente, qui est une politique de soutien à l'activité. L'Allemagne l'avait décidé même avant la grande crise financière, elle le met en œuvre. L'Espagne l'a décidé avant la crise financière, enfin le renforcement de la crise financière de ces dernières semaines, elle le met en œuvre. Pourquoi? Parce que ces deux pays avaient retrouvé des marges de manœuvre budgétaires, là où la France s'est privée, le gouvernement s'est privé de toute marge budgétaire pour pouvoir soutenir l'activité. Donc, on n'est pas seul, on est dans un ensemble. Mais on voit aussi la différence entre ceux qui avaient fait attention pour pouvoir agir en cas de crise et ceux qui n'avaient pas fait attention. Je repense, Michel Sapin, à ces fameux 15 milliards à l'arrivée de... C'est à eux que je fais allusion. Oui. Et quand on entend la cascade de chiffres qui nous est tombée dessus depuis un mois, on se dit qu'au fond, ces 15 milliards, bon, c'est beaucoup d'argent, 15 milliards, mais c'est pas si impressionnant que ça, au fond. Ça sauverait 15 pas la milliards. situation. Oui, bien sûr, quand on voit des centaines de milliards là, qui nous tournent autour de la tête. Mais 15 milliards, c'est de la dépense pure, c'est-à-dire du déficit
pure aujourd'hui. Les 15 milliards qui ont été accordés l'année dernière, nous les retrouvons dès cette année pour une partie dans le déficit de la France et l'année prochaine pour la totalité dans le déficit de la France. Et 15 milliards d'endettement supplémentaires, ça pèse dans un budget parce qu'il faut le rembourser immédiatement, enfin à partir de l'année qui suit, il faut payer des intérêts et ceci coûte très cher. Donc ces 15 milliards qui ont été dépensés en vain, ils étaient faits pour qu'il y ait 1% de croissance supplémentaire. On est aujourd'hui à 1, peut-être 2% de moins que ce qui avait été remarqué ou enregistré l'année dernière. Donc ces 15 milliards ont été totalement inutiles du point de vue économique et je passe même sur ce qui me paraît être des éléments d'injustice fiscale. Vous savez, cette histoire du bouclier fiscal, on peut le résumer simplement. Est-ce que vous croyez que dans un pays, dans une Europe, dans un monde qui va devoir faire des efforts, dont certains vont souffrir parce que le nombre des chômeurs va augmenter, la baisse du pouvoir d'achat va elle-même encore s'aggraver, dans ce monde où tout le monde va devoir faire des efforts, eh bien voilà, il n'y aurait qu'une seule catégorie de Français qui serait à l'abri de tout effort, l'effort qu'ils peuvent faire, qui est l'effort en l'occurrence financier par le paiement d'impôts supplémentaires, eh bien ceux-là, ils sont exonérés. C'est incompréhensible du point de vue de la morale publique et au fond, je suis sûr que c'est un des éléments qui influe négativement sur le moral des Français. Alors un mot encore, Michel Sapin et Éric Woerth étaient assis à votre place hier. Ils nous parlaient bien évidemment de la fabrication de ce budget 2009 qui est en discussion à l'Assemblée et ils laissaient entendre tout de même, je ne sais pas si c'est très courant d'ailleurs pour un ministre du budget, de dire bah oui mais en fonction des circonstances, bien un certain déficit filera, les accords de Maastricht c'est pas toujours gravé dans le bronze, il est prévu qu'en cas de circonstances exceptionnelles on peut, je veux dire, déraper un peu. La ministre de l'économie a été encore plus claire hier. Elle a dit au futur, la croissance sera inférieure à 1%. Et elle a dit en termes techniques, que chacun connaît ici, les stabilisateurs automatiques seront activés. Ce qui veut dire, en langage commun, le déficit budgétaire va augmenter. Ce qui veut dire encore plus simplement, le déficit budgétaire sera supérieur à 3%. Bien, puisqu'ils le disent, pourquoi est-ce qu'ils n'inscrivent pas ça dans le budget? Pourquoi est-ce qu'ils ne construisent pas un budget en fonction de ce qui est pour eux, pour nous tous, une évidence et qui devrait être une vérité budgétaire? Ça n'est pas le cas. Mais ce qui m'inquiète dans cette manière de voir, c'est-à-dire une sorte de déficit au fil de l'eau. C'est un déficit qui va se creuser progressivement au fur et à mesure que les mois vont passer, parce qu'il y aura peut-être moins de recettes. Politique, non ? C'est une forme de réalisme politique. Mais je trouve que pour un gouvernement qui est sous l'autorité d'un président de la République qui ne voulait pas faire du réalisme mais du volontarisme, c'est quand même très étrange. Parce qu'on peut avoir une vision différente de la dépense publique. On peut avoir une vision différente, y compris du déficit public, qui est un déficit de décision, qui est un déficit d'action, parce qu'on décide de soutenir telle ou telle activité, tel ou tel secteur. Là, ce n'est pas un déficit actif, c'est un déficit totalement passif. Ce qui fait qu'à la fin de l'année prochaine, on va constater une augmentation considérable du déficit, considérable de l'endettement, sans pour autant qu'il y ait eu de décision publique pour soutenir l'activité de l'économie française. Rassurez-moi, Michel Sapin, vous n'êtes pas devenu totalement orthodoxe. Non, c'est pas une histoire d'orthodoxie. Je suis absolument d'accord pour constater que nous sommes dans des événements exceptionnels, dans une situation exceptionnelle, qui est d'ailleurs inscrite dans le traité de Maastricht, et donc qui rend possible que nous ne respecte pas un certain nombre des règles, qui pour moi d'ailleurs ne sont pas des règles monstrueuses, qui sont simplement des règles de bon sens. Bien, les situations exceptionnelles le méritent. Mais à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, action publique exceptionnelle, comme le font les Allemands, comme le font les Espagnols. Ici, c'est une sorte de déni de décision, de déni de volonté de la part du gouvernement que de simplement dire eh ben, on constatera où sera le déficit l'année prochaine. Un tout dernier mot, Michel Sapin, je ne suis pas sûr qu'il ait grand-chose à voir avec l'économie, mais est-ce que Dominique Strauss-Kahn peut rester à la tête du FMI ? Bien entendu, c'est une affaire privée qui n'a aucune conséquence sur la sphère publique et d'ailleurs qui aurait dû, de mon point de vue, rester dans la sphère privée. Je vous remercie, bonne journée. Merci.